mamba jama kema ni lalo ameso mawe sana mala maloyi sova. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média. Bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique, où que vous soyez. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission 100% en français, une émission inédite, une émission sans filtre et surtout sans réserve. Aujourd'hui, nous recevons un homme de taille exceptionnellement exceptionnel. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Sans plus tarder, nous allons lui donner le micro pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook, ainsi que la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je suis Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti LMA et porte-parole du parti. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est à moi de vous remercier. Je serai accompagné par un journaliste de marque supérieure. Sans plus tarder, nous allons lui donner aussi la parole pour qu'il se présente à vous. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers collègues et bonsoir chers invités Amidou. Nous nous réjouissons de vous avoir sur ce plateau. Je pense que nos internautes auront du pain sur la planche. Nous avons un homme de qualité en face de nous, donc il n'est plus à présenter dans l'espace politique malien. Merci encore d'avoir honoré de votre présence. Merci, c'est pas Alors, de vous nous remercier. vous rappelons que cette émission inédite se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Et l'émission est assurée par un technicien de marque aussi supérieure, Prince Tony. Alors, il sera question aujourd'hui de la rencontre entre les trois ministres des pays qui font l'alliance actuellement pour garantir la sécurité au niveau du Sahel, mais aussi de penser largement sur la situation économique et politique pour que la souveraineté règne dans ces trois pays. Alors, nous allons interroger notre invité de marque supérieure qui est le secrétaire politique du parti Yelema. Monsieur Amidou, nous avons constaté ces dernières heures la rencontre tripartite entre les ministres de ces trois pays qui forment l'alliance. Il s'agit du Mali, le Burkina et aussi le Niger. Quelle lecture faites-vous concrètement par rapport à cette situation? Est-ce que cette rencontre pourrait nous conduire vers l'émergence tant souhaitée par le peuple malien, mais aussi les partis politiques de notre société? D'abord, merci pour cette question. C'est un privilège un peu d'être sur un plateau aussi prestigieux avec Ouverture Média qui est quand même aujourd'hui parmi les meilleurs web TV de notre pays. Et ils en sont un peu les pionniers dans la matière et c'est le lieu de saluer tout le sérieux qui accompagne votre travail et remercier Moussa pour tout ce qu'il fait, même si il n'est pas bon aujourd'hui d'être trop son ami. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est que ces rencontres, ce n'est pas une surprise. Lorsque vous prenez les trois pays ont à peu près les mêmes caractéristiques aujourd'hui. Le Niger, le Burkina et le Mali ont en commun que leurs autorités ne sont pas issues des urnes.
c'est des autorités qui sont venues à travers des coups d'État et qui sont des militaires. Le micro. Et de ce fait, rejetés par une certaine partie de la communauté internationale, par l'organisation sous-régionale auquel ils appartiennent. Donc c'est tout à fait normal qu'ils essayent de se mettre ensemble pour exister et proposer une autre alternative. Ça, Mais c'est aussi logique, n'est-ce pas? C'est une première étape. La logique, ça dépend de la manière dont tu t'en interprètes. Si, par exemple, eux, ils veulent exister, c'est normal qu'ils se mettent ensemble. Et l'autre similitude, c'est la question de sécurité. Nous faisons face au même type d'insécurité. Faisons face aux djihadistes et même la rébellion dans certains endroits du Niger. Donc, on a les mêmes types d'insécurité. Et nous faisons face aux mêmes problèmes économiques. Il y a les problèmes énergétiques. Donc, si vous avez autant d'enjeux ensemble, des enjeux qui sont un peu conformes, il est tout à fait normal que vous puissiez vous mettre ensemble pour réfléchir à trouver des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Si le problème, c'est de faire face à la communauté internationale qui vous rejette en tant qu'autorité parce que vous avez fait des coups d'État, c'est normal. Si vous vous mettez ensemble pour faire face à l'insécurité, c'est tout à fait normal parce que c'est ensemble que vous pouvez agir. Si c'est vous mettre ensemble pour faire face aux enjeux économiques, mieux vaut être accompagné qu'être seul. Donc, c'est tout à fait normal que ces États puissent essayer de se mettre ensemble pour réfléchir à mettre des stratégies en place pour faire face aux défis auxquels ils sont tous confrontés. Ok, merci d'avoir donné assez d'éclaircissements par rapport à cette question. Moussa, avez-vous des questions à poser par rapport à cette partie? Et justement, un journaliste quand même se prête toujours à poser des questions. Justement, est-ce que c'est la fin du G5 Sahel? Bien vrai que le Mali a annoncé officiellement qu'il ne fait plus partie de cette organisation du Sahel, mais nous savons que le Niger et le Burkina, jusqu'à présent, n'ont pas fait d'annonce. Le G5 Sahel est mort-né. Ce n'est pas le fait que le Mali l'ait quitté ou le Niger l'ait quitté. D'abord, le premier problème du G5 Sahel était d'abord structurel. L'idée n'est pas venue directement des pays concernés. Je pense que c'était une suggestion de la France. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, le G5 Sahel, depuis sa création, comptait sur le financement d'autres pays et n'était pas capable d'avoir les moyens économiques nécessaires pour faire face aux enjeux auxquels il est confronté. Donc, il ne s'est pas donné les moyens pour atteindre ses objectifs. Donc, pour moi, le G5 Sahel, depuis sa création, a souffert de ces problèmes-là. Il y a des promesses qui ont été prises, ces promesses n'ont pas été mises en œuvre. En même temps, eux-mêmes, ils n'ont pas été capables de mobiliser un peu les fonds, mobiliser les moyens, mobiliser les hommes pour faire face aux problèmes. Donc, pour moi, ce n'est pas le fait que le Mali le quitte ou pas, mais en fait, l'outil n'était pas un outil opérationnel. Maintenant, aujourd'hui, on rétente autre chose avec 2 pays de moins. Maintenant, les défis, c'est pouvoir l'opérationnaliser, c'est de pouvoir coordonner, c'est de pouvoir faire face aux enjeux économiques pour qui ces 3 pays traversent des moments économiques très difficiles. Qu'on le nie ou qu'on ne le nie pas, nous avons des problèmes de trésorerie, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, c'est des emprunts sur le marché monétaire, donc c'est des enjeux. Maintenant, si les autorités se mettent ensemble, c'est certainement peut-être qu'ils vont réfléchir à d'autres palliatifs pour véritablement rendre ces choses opérationnelles. Parce qu'une chose est de réfléchir à mettre un outil en place, une autre chose est de pouvoir l'opérationnaliser. C'est vrai qu'à l'issue de la rencontre, il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées sur le plan économique, une union économique et monétaire en perspective, d'autres questions sur le plan de la sécurité, sur le plan énergétique. C'est des intentions, c'est des bonnes intentions, mais les intentions
ne servent à rien si on ne parvient pas à les concrétiser. C'est là le défi qui les attend. Et juste maintenant, ok, vas-y. Et justement, pour les concrétiser, nous savons que les experts de ces 3 pays aussi, juste après la rencontre des 3 ministres de l'économie et des finances, nous avons vu les experts aussi étaient en conclave pour pouvoir réfléchir techniquement comment mobiliser les fonds, comment pouvoir développer les différents secteurs, que ce soit sur le plan agroéconomique, que ce soit industriel et autres. Que pensez-vous de cette rencontre de taille? Et nous savons qu'à partir de ce 30 aussi, les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays vont se retrouver pour élaborer le protocole additionnel. C'est toujours bon de réfléchir. Je suis de ceux qui pensent que la réflexion précède l'action. Il faut réfléchir, il faut se fixer des objectifs, mais le citoyen ne regarde que le résultat. Il y aura des indicateurs qui vont bien évidemment être perceptibles. Maintenant, nous, on ne peut que juger. On a eu trop d'outils qui ont été lancés. En fin de compte, on n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, on verra d'ici 1 année, d'ici 2 ans, si ces réflexions, ces diagnostics stratégiques, ces propositions, ces objectifs stratégiques qu'on s'est fixés, si on parvient à les atteindre sur le plan opérationnel. C'est en ce moment où on attend. Moi, je suis toujours de ceux qui pensent que c'est ensemble, réfléchir ensemble, agir ensemble, c'est toujours bon. Sauf que les enjeux aussi sont très énormes. Il y a des problématiques, des questions qu'on peut se poser. L'UEMOA, on emprunte aujourd'hui sur le marché financier de l'UEMOA. Ça nous aide aujourd'hui à faire face à notre fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on va mettre cet outil en place, peut-être une union économique monétaire, est-ce que le temps que ça va prendre pour mûrir? Est-ce qu'on doit réfléchir à réformer l'UEMOA, le rendre comme on le souhaite, le faire en sorte que ça soit au service des pays, au service des États? Est-ce que ce n'est pas mieux de penser ainsi? Est-ce que ce n'est pas mieux de voir, de pouvoir faire des réformes au niveau de la CEDEAO pour les rendre plus efficaces, pour que cet outil que nos pères de l'indépendance ont réfléchi, cet outil formidable qui aujourd'hui est considéré quand même comme l'une des meilleures organisations sous-régionales, même si moi j'ai beaucoup de réserves par rapport à la cohérence de certaines de ces actions. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir à tous ces enjeux. Et nous espérons que tous ces facteurs ont été pris en compte, parce que quand même c'est des hommes d'État qui réfléchissent. Nous quand même, ce qui incombe pour nous, c'est les résultats. Les résultats économiques, qu'on ait de l'électricité, qu'on ait de l'eau, que nos populations puissent se mouvoir, qu'on puisse créer de la richesse, que cette richesse soit équitablement répartie, qu'on puisse vraiment avoir le minimum vital. C'est ce qu'on souhaite comme résultat à atteindre. Donc, on les attend. Maintenant, justement, parlant de l'analyse stratégique que vous venez de parler tout de suite, comment le Mali, à travers ces forces dont nous disposons, pouvons-nous transformer ces forces-là en opportunités et les menaces probables qui sont à venir dans les jours à venir pour mieux concrétiser les faits de façon concrète? Les forces, tu veux m'amener à faire une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. En fait, je pense que ce travail incombe aux membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, si on peut parler de force, aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou non, les citoyens font confiance aux autorités. Donc, ils peuvent profiter de ce délai de grâce pour apporter peut-être des réformes qui ne sont pas assez populaires ou qui souvent prennent du temps avant de germer. Ça, c'est un élément. L'une des forces de nos pays, c'est qu'on dispose de beaucoup de richesses sur le plan naturel. C'est de pouvoir faire en sorte que ces richesses puissent nous être profitables et qu'on puisse, dans une coordination, qu'on puisse véritablement travailler à les rendre plus utiles. Une des richesses, c'est l'immensité du territoire aussi, avec une population jeune qu'on doit pouvoir mettre au travail. Et des citoyens qui sont là, qu'on doit faire en sorte que ces citoyens soient de vrais citoyens, pas des citoyens qui ne réclament que leurs droits, mais qui ne font pas leurs devoirs. Donc, aujourd'hui, nous avons tout ça comme force, et nous avons quand même aujourd'hui une armée qui se restructure avec de nouveaux équipements.
ça donne de la confiance aux hommes et ça peut être un vecteur important pour amener la sécurité. Parce que la défense et la sécurité font deux. On travaille à donner les moyens opérationnels aux soldats et il faut travailler à les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est des enjeux majeurs. La faiblesse, c'est que nous avons une trésorerie, une économie en grande difficulté. Nous avons des problèmes d'argent. Et toute cette stratégie, c'est l'économie qui peut le porter. Donc, jusqu'à présent, on a des difficultés. Mais comparativement, nos forces pèsent plus que nos faiblesses. Et personnellement, appréciez-vous l'état d'évolution de la situation actuelle de ces différentes autorités? Au Mali, il y avait un enjeu majeur. On avait parlé un peu. Moi, je disais toujours qu'il fallait qu'une partie de notre territoire, on puisse le récupérer, qu'on puisse s'installer. Ce qui s'est fait à Kidal est à féliciter. Quand il y a des résultats, avec des indicateurs clairs, on l'apprécie. Mais les défis restent encore immenses. Et les problèmes sont encore vivaces. Si, à part la question de défense, à peu près la sécurité, parce que je trouve qu'encore jusqu'à présent, nous avons beaucoup de parties de notre territoire où l'État n'est pas présent, où c'est la loi des islamistes qui fait foi. On a des défis à relever à ce niveau. Mais les autres, ça ne marche pas. L'énergie, aujourd'hui, nous connaissons les plus grands délestages de l'histoire de notre pays. On ne peut pas nous dire que c'est de la faute aux 30 dernières années, parce que les autorités sont là justement il y a 3 ans. Et pendant les 3 ans, on était censé, c'est quand même plus de la moitié d'un mandat présidentiel. Donc aujourd'hui, ça devait trouver quand même que si le problème ne s'était pas résolu, mais ça ne devrait pas s'aggraver. On prend aujourd'hui sur le plan du panier de la ménagère, il y a encore des difficultés majeures. Vous prenez d'autres secteurs au niveau de la santé, nous avons encore des gros défis à relever. Donc, il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers et dire que voilà, les résultats sont là. Il ne faut pas que d'autres dorment parce que le ministre de la Défense, avec le gouvernement, on a acheté des équipements et dire que voilà, ça suffit. Non, on doit travailler sur les deux axes ensemble, l'axe du développement et aussi l'axe un peu de la sécurité. Donc pour moi, on a encore des enjeux énormes. On a encore des objectifs à atteindre et nous avons de la planification à faire. Vous prenez aujourd'hui le gouvernement, les initiatives qu'il a prises, il y a beaucoup de ces initiatives qui se sont arrêtées. Déjà, on a fait un plan d'action du gouvernement qui est arrivé à terme en février 2021. Jusqu'à présent, on ne l'a pas renouvelé. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas de plan d'action du gouvernement, il n'y a pas de plan de travail gouvernemental. Il y a de belles initiatives que le chef du gouvernement avait pris, par exemple Malikoura Tassira, qui permettait à ce que les ministres viennent rendre compte de ce qu'ils font. Vous êtes d'accord avec moi que ça s'est arrêté en cours de chemin. C'était un bon exercice de redevabilité que moi j'ai apprécié, même si je ne suis pas d'accord forcément tout le temps avec le chef du gouvernement, mais c'était quand même un bon exercice de redevabilité. Mais ça fait un bon bout de temps qu'on le fait pas. Il y avait, le Premier ministre avait fait la promesse d'évaluer régulièrement les ministres. On n'a pas quand même les résultats de ces évaluations, parce que jusqu'à présent, moi quand même, je n'ai pas entendu parler d'évaluation. Donc, il y a de bonnes annonces qu'il faut aujourd'hui travailler à concrétiser. Au lieu de faire le tour des forats, des rencontres pour clasher les acteurs politiques, que les gens soient focus sur leurs objectifs. Vous pensez que c'est les acteurs, c'est des non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi, il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Je veux être de ceux qui prennent de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur... Sur quoi? Prendre de la hauteur sur certains types d'attaques. Nous, souvent, on est obligé de faire en sorte de démentir certaines contre-vérités. Mais notre souhait n'est pas être forcément dans les attaques personnelles. Des contre-vérités, comme dire par exemple que tout ce qui arrive au pays, c'est les partis politiques. C'est de dire que les 30 dernières années... Parlez du problème de l'EDM. Est-ce que, en parlant de la situation sécuritaire, vous avez apprécié l'amélioration de la situation sécuritaire. Est-ce que les conditions économiques de ce peuple pourraient être améliorées sans la sécurité? De deux, vous avez parlé du problème de l'EDM, qu'à chaque fois on essaye de
se basculer toujours vers le côté politique pour remettre les hommes politiques en cause. Est-ce que réellement, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 30 ans, on pourrait exécuter ça en 3 ans, selon vous dit, compte tenu du démarrage de la transition à la date d'aujourd'hui? Ce que je vous dis, si vous ne pouvez pas régler le problème que les 30 dernières années ont causé, tu es d'accord avec moi que la logique voudrait que le problème ne s'empire pas. Et toi, tu sais que le problème s'est empiré. Ou bien, tu es économiste, tu viens trouver un problème A. Tu dois résoudre le problème A, tu fais en sorte de stabiliser le problème A pour trouver des solutions. Mais si le problème s'aggrave, c'est que les mesures que tu as apportées les 3 années qui ont suivi, ces mesures n'ont pas porté. Donc, admettons que les 30 dernières années, il n'y ait pas eu d'investissement, il y a eu des problèmes. Mais lorsque vous venez, que vous avez eu 3 ans, vous devez quand même être capable de stabiliser le problème et de pouvoir régler le problème. Et aujourd'hui, le problème s'est empiré. Donc pour moi... À ne pas oublier aussi que pendant les 30 dernières années, ces hommes politiques qui sont critiqués, ce sont ces hommes politiques qui ont leurs acteurs au niveau de l'environnement de ces structures. Et du coup, en voulant remettre en cause ces hommes politiques, vous blessez de façon indirecte leurs protégés qui sont dans ces structures. Et ces protégés pourront même se retourner contre vous. Et compte tenu de cette situation, ça ne peut qu'empirer la situation. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des contre-vérités qu'on se doit de rattraper. Les 30 dernières années, ce n'est pas que la politique. Et je vais l'illustrer très clairement. Le président Alpha Omar Konaré, c'est vrai, c'était l'ADEMA, mais quand même, il a utilisé 2 premiers ministres qui n'étaient pas issus des partis politiques. Tu es d'accord avec moi? Amadou Toumanine Touré, c'est 9 ans de pouvoir. Et pendant ces 9 ans, il a utilisé 4 premiers ministres. Aucun d'entre eux n'était issu d'un parti politique. Tu es d'accord avec moi? Et Ibrahim Boubacar Keïta, pendant son mandat, il a utilisé au moins 3 ou 4 qui n'étaient pas issus d'un parti politique. Donc moi, ce qui est arrivé les 30 dernières années, je le considère comme une défaillance collective. Une défaillance collective du point de vue des partis politiques qui ont échoué sur certains aspects. De ceux qui se sont appelés technocrates parce qu'ils ont géré aussi certains aspects. Des administrateurs, pour moi, qui aussi ont des choses à se reprocher, des militaires qui ont des choses à se reprocher, des journalistes qui ont des choses à se reprocher, et la société civile qui n'a pas assez veillé. Donc il ne faut pas qu'on déplace le problème. Tu es d'accord avec l'EDM? S'il y avait une société civile forte qui était là et qui veillait sur les choses, mais ça n'allait pas se dégrader jusqu'à ce niveau. S'il y avait une société civile qui veillait, ou un syndicat au niveau de l'EDM qui veillait que l'État devait leur verser tel montant chaque année et que ce n'était pas versé, et qui mettait la pression, je pense que le problème aurait pu être réglé. Donc en fait, il ne faut pas déplacer le problème et aller amener les gens à mettre le curseur que sur les partis politiques. Maintenant, on a des problèmes structurels qu'il faut corriger. Mais il faut noter que ce n'est pas moi qui fais porter le chapeau de la gestion de l'EDEM et que c'est les autorités de la transition elles-mêmes qui l'ont dit. L'ancien ministre, il a dit que le Mali est désormais autonome énergétiquement. On a vu le groupe électrogène qui était venu censé régler les problèmes. On a vu aussi le ministre qui a dit qu'à partir de demain, on va sentir une amélioration. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Maintenant, il nous faut trouver des solutions. Il nous faut trouver des solutions. Nous avons le mix. D'abord, l'hydroélectrique qui est là. Travaillons sur les barrages hydroélectriques en renforçant nos capacités parce que le gouvernement a voté un plan en Conseil des ministres en 2021. Il faut qu'on travaille à ce que l'hydroélectrique, on puisse développer, ou puis qu'on puisse développer le solaire. Il faut qu'on puisse développer le thermique. Les 3 éléments, pour moi, c'est ce qu'on appelle le mix en termes sur le plan énergétique. Parce que si vous basculez seulement sur le solaire avec le Mali où les gens consomment beaucoup plus à partir de 18h jusqu'à la nuit, parce que tout le monde rentre à la maison au même moment, le solaire, la capacité descend à partir de la période de 18h. Si vous n'avez pas le mix, si le problème se pose, vous n'avez pas d'autre alternative. C'est pourquoi la plupart des pays ne mettent pas tous ses œufs dans le même panier. Il faut faire le mix, mais il faut faire beaucoup plus d'investissements dans tous ces secteurs pour que ça puisse porter les jours à venir. Aujourd'hui, sortons un peu des solutions de quelques jours. Réfléchissons à trouver des solutions structurelles au problème de l'EDM. Le problème de personnel. Aujourd'hui, la masse salariale est énorme, mais pendant la transition, il y a eu combien de recrutements à l'EDM?
Est-ce qu'on a tenu compte un peu des problèmes qui sont là-bas? Est-ce que le problème de finances et de trésorerie devait permettre à ce qu'on fasse des recrutements et augmenter la masse salariale? C'est des réflexions à mener. Est-ce que aujourd'hui les équipements, le réseau est vétuste? C'est une vérité. Le problème, c'est un problème de réseau. Le réseau est vétuste et on doit changer les équipements. Et ça, c'est structurel. Et ça demande énormément de moyens. Je sais que la tâche n'est pas facile. Mais dire la vérité aux Maliens, c'est ça. Et aussi revoir les investissements, des plans qui ont été votés, faire des investissements de ce genre. Il y a eu un contrôle à l'EDM par le vérificateur général en 2019 qui a fait l'objet d'un contrôle de performance cette année. Il y a des recommandations qui ont été formulées. Il faut mettre ces recommandations en œuvre. Aujourd'hui, on doit beaucoup plus travailler le fond. Il ne faut pas être là à vendre de l'illusion au peuple. Moi, je trouve qu'il faut... vend des illusions au peuple? Bon, de toute façon, si je dis qu'il ne faut pas vendre de l'illusion au peuple, il ne faut pas parler des solutions comme des solutions comme si le problème va être réglé tout de suite. Depuis le début de la transition, moi, j'ai dit ça. J'ai dit que ce problème est un problème structurel. Et que ce n'est pas la faute seulement à la transition. Il faudrait proposer des solutions pour que les citoyens comprennent. Si on vient dire aujourd'hui que le problème de l'énergie, voilà, on a telle difficulté, accepter le délestage. Mais d'ici 10 ans, on a tel investissement, les délestages vont prendre fin. Quand il y a de la lisibilité, les gens ont tendance à accepter. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on n'a pas de lisibilité. On sort, on dit, les carburants ont été volés. Oui, c'est normal, mais ça existe depuis très longtemps. On nous dit, telle personne a fait ça. Oui, mais ça existe depuis très longtemps. Maintenant, il nous faut un plan Marshall. Et ce plan Marshall, il faut le présenter pour qu'on voit à l'horizon de combien de périodes on peut régler ce problème-là. C'est un problème structurel, c'est un problème difficile à résoudre, c'est des performances économiques à améliorer, des résultats en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge à améliorer. Il faut tout un plan Marshall, le présenter aux gens, et en ce moment, on acceptera. Mais aujourd'hui, on a le délestage, mais Dieu seul sait quand est-ce que ça va prendre fin. Mais c'est pour un peu le bien même des autorités de la transition de sortir, d'expliquer techniquement, voilà les problèmes, voilà les solutions. Et nous pensons que sur tel nombre d'années, le problème va être réglé. Je pense que là, nous allons tous accompagner du mieux qu'on peut pour sortir de ce problème. Parce que personne n'a intérêt à ce que le problème perdure. Parce que nous vivons tous cette difficulté-là. Si tu l'utilises pour en faire un fonds de commerce politique, tu quittes la maison, tu vas trouver un parent qui n'a pas d'électricité, tu as une vieille maman qui a des difficultés, tu as un ami qui a une petite industrie qui ne marche pas. Donc ça, c'est une question qui nous touche tous. Donc au-delà de cela, on doit réfléchir ensemble à trouver des solutions sur mesure, mais pas des solutions prêtes à porter. Prêtes à porter. Moussa. Alors, Amidou, vous avez parlé de l'énergie mixte. Je pense que ces trois ministres aussi ont parlé aussi voilà, de l'énergie solaire et autres pour pouvoir pallier à la situation dont vous venez de dire. Vous pensez que du fait que ces ministres-là ont pensé de cela et que les experts se sont mis au travail, vous pensez que sous paix, le Mali et l'espace des États du Sahel vont petit à petit sortir la tête de l'eau? C'est une bonne chose déjà qu'on réfléchisse ensemble. C'est-à-dire, je dis que la réflexion précède l'action. Si on a identifié des actions, on a des projets à faire financer, les trois pays ensemble peuvent faire une meilleure plaidoirie. Je pense que la plaidoirie étant accompagnée est toujours plus efficace que la plaidoirie étant seule. Donc pour moi, aujourd'hui, on peut ensemble faire de la plaidoirie, identifier les besoins réels du secteur et voir peut-être nos partenaires privilégiés actuellement qui est la Russie. Au lieu de nous donner la centrale nucléaire, peut-être qu'on va dire, nous, nos priorités, c'est ça, voilà, telles sont les urgences. Voilà. Par exemple, la Russie est l'un des pays qui a le réseau le plus immense. Ils s'y connaissent en termes de réseau. Et le plus grand problème chez nous, c'est le fait que le réseau est vétuste. La Russie peut venir, bien évidemment, nous aider avec ses experts à reprendre notre réseau. Parce que tout le problème... Le réseau énergétique. Oui, le réseau. Ce par quoi un peu toutes ces techniques passent. C'est un réseau qui est vétuste aujourd'hui, qui doit être
revue. Donc je pense que il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent nous aider, pas seulement la Russie. C'est vrai qu'il y a certains pays avec lesquels on ne s'entend pas, mais il y a d'autres pays aussi qui peuvent nous soutenir, qui n'est pas la Russie et dont un peu les tensions ne sont pas aussi énormes. Évaluons les besoins, exprimons les besoins et voyons comment est-ce qu'on peut faire ces investissements-là à moyen et long terme. Et je pense que ça pourrait créer des problèmes. Donc pour moi, qui se mettent ensemble pour réfléchir, si ce n'est pas un plus, ça ne va pas être un moins, surtout sur des questions aussi vitales. Maintenant, quelle était la base, l'origine de la visite du général Tiami? Parce que c'était sa première fois après avoir accédé au pouvoir. Quelles étaient ses visions à sa première apparition sur le sol malien, selon vous? Seul le général Tiani et son équipe pourraient vous répondre. Moi, je n'ai pas d'éléments. En tant qu'analyste politique, en tant que... Ça, je ne saurais l'analyser. Je sais quand même qu'il y a des faits qui sont là. Le Mali a été l'un des premiers pays à le soutenir lorsqu'on a parlé d'intervention militaire. C'est un fait. Mais le reste, les objectifs stratégiques, c'est eux-mêmes qui le connaissent. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Politiquement, quelle lecture faites-vous politiquement? La lecture que je fais, c'est qu'ils sont venus à Bamako, ils ont échangé sur des questions économiques, sur les questions énergétiques, sur les questions de sécurité. Ils ont discuté des enjeux communs. Je m'arrête là. C'est ce qui a été rendu public. Est-ce que la combinaison, c'est-à-dire d'idées de ces trois pays, peut véritablement sortir ces trois pays de ces difficultés ou de ces détresses dont nous vivons? Observons, et on a des indicateurs, ils se sont fixés des objectifs. À partir de l'année prochaine, on verra si ces objectifs sont atteints. Mais en tant que spécialiste politique, en tant que moi, vous avez vos mots à dire, oui. Vous avez vos appréciations à faire. Quelle appréciation faites-vous concrètement? C'est cette appréciation que je fais depuis le début. J'ai dit le fait de se mettre ensemble est toujours une bonne chose. J'ai dit le fait de réfléchir est toujours une bonne chose. Ça peut aboutir Maintenant, à quoi? c'est le citoyen Amidou qui te parle. Moi, toutes ces réflexions, toutes ces stratégies, et toutes ces stratégies, l'objectif final, c'est d'atteindre les objectifs. Et jusqu'à présent, on n'est pas dans la phase opérationnelle. Nous, on attend la phase opérationnelle. Et c'est à partir de la phase opérationnelle qu'on pourra évaluer. Croyez-vous à cette union? Je crois à toutes les tentatives. Je suis un optimiste de nature et j'espère bien que l'union va porter fruit. Mais quelles sont les limites qui pourront sortir de cette rencontre? C'est surtout les questions économiques. J'ai dit que nous avons des pays fragiles sur le plan économique. Donc l'enjeu, ça va être pour rendre la stratégie opérationnelle, tous ces projets en termes d'énergie, tous ces projets sur le plan économique, ça demande de l'argent. Donc il nous faut chercher de l'argent. Maintenant, vous, en tant qu'homme public, quelle contribution pouvez-vous faire de plus pour que cette union soit Pour que cette union soit, il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle ne soit pas juste... Doter de la sincérité? Je ne vous ai pas dit ça. Si je dis que l'union doit être sincère, ça veut dire que ça ne doit pas être seulement circonstanciel et que le président du Niger se dise non, le Mali me soutient, comme ça il faut que je fasse ça, Il ne faut pas que ça soit circonstanciel. Il faut qu'on ait des objectifs clairs avec une vision commune et qu'on ait l'ambition réelle de régler les problèmes des citoyens. Pas uniquement pour des fins politiques ou des stratégies politiques pour se maintenir, mais que ça soit avec un objectif de servir les citoyens. Et quand on est mu par cette volonté de soutenir ou même de transformer son pays, on agit de façon claire, nette, avec des résultats probants. Et réfléchir à la création de richesses. Parce que lorsqu'on regarde ces trois pays, le problème fondamental, c'est qu'on ne crée pas de nouvelles ressources. On a encore toujours l'impôt, la douane, mais on n'élargit pas encore notre assiette fiscale. Il y a beaucoup de richesses que nous pouvons créer à l'interne pour que cet outil qu'ils sont en train de mettre en place, que cet outil soit financé par nos propres moyens. C'est ce qui pourrait leur permettre d'être beaucoup plus indépendants. En faisant quoi? Quoi, c'est-à-dire? Vous avez dit de mettre des outils internes afin de pouvoir... Non, en fait, je dis d'élargir nos ressources. Nous avons aujourd'hui, par exemple, les terres. Les gens ont des terrains ici qui ne sont pas taxés jusqu'à présent. Ils ne payent rien. Les maisons d'habitation. Les maisons d'habitation, on peut élargir notre assiette fiscale sur ces questions.
Nous avons beaucoup de domaines qui n'ont pas été ça, assez c'est exploités. pas pour Nous avoir- avons les secteurs agroalimentaires qu'on peut développer les industries, faire en sorte de mieux utiliser un peu nos ressources naturelles, faire en sorte que quand même on puisse faire les recouvrements comme il le faut. Il faut quand même réfléchir à créer de la richesse. Et c'est quand on crée de la richesse dans une économie qu'on peut prétendre à une répartition de ces richesses. Donc, ce n'est pas seulement la répartition de la richesse qui va poser problème, mais il faut que cette richesse soit équitablement répartie. C'est pourquoi il faut lutter contre la mauvaise gouvernance, ce dont on a critiqué la mauvaise gestion des 10 ans, des 15 ans, des 20 dernières années. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes pratiques. Donc, aujourd'hui, le facteur de succès, c'est d'abord la sincérité, c'est l'intégrité, c'est la planification, mais c'est surtout l'intelligence commune qu'il faut mettre ensemble pour atteindre les objectifs qu'on s'assigne. Mais ce n'est pas à coup de discours ou de très fortes déclarations, mais c'est à travers des actions quotidiennes de tous les jours, à travers des objectifs qu'on fixe, des objectifs qu'on assigne aux ministres, des objectifs qui sont évalués, des ministres évalués sur la base des contrats de performance et voir éventuellement, par exemple, le ministre de l'énergie et de l'eau, on a dit, voilà, tu dois faire tel investissement dans une année, 2 ans, dans une année, par exemple. Au bout de l'année, on l'évalue. On t'a dit, bon, on veut tel nombre de centrales hydroélectriques. Combien tu as fait? On avait dit objectif avec des indicateurs clairs et des résultats. Et le ministre qui n'aura pas atteint ses objectifs, on le vire. Il faut aujourd'hui aller vers la culture du résultat. Il faut aujourd'hui aller vers la promotion des compétences. Et là, il faut des promotions lorsqu'on prend des gens, que ce soit par appel à candidature. À l'EDM aujourd'hui, on ne doit pas, selon le rapport du VEGAL, ils ont demandé à ce que ce soit le conseil d'administration qui choisisse le DG. Mais est-ce que c'est aujourd'hui le cas? Il faut aujourd'hui aller vers les appels à candidature. Et que, parce que j'occupe telle position politique, je prends un ami de mon parti politique ou un ami proche de moi, je le mets là. Non. Sans pourtant avoir les compétences. Il faut cultiver les compétences. Tant qu'on ne change pas les paradigmes de gouvernance dans nos pays, ça va être toujours un éternel recul. Aujourd'hui, les militaires ont la confiance, mais s'ils ne font pas attention et que si c'est les mêmes pratiques qui continuent, ce à quoi les politiques sont aujourd'hui confrontés, ils seront confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes rejets. Donc, il faut changer la manière de faire les choses, de gérer les choses. Il faut promouvoir les compétences. Et là, les appels à candidature, la loi de 2014 que Mara avait votée, et qui avait commencé sous le Premier ministre Tatamli, qui avait fait une lettre circulaire. Et cette lettre circulaire, le Premier ministre Mara avait fait une loi qui permettait véritablement pour chaque poste au niveau de l'administration ou des organes personnalisés de faire l'appel à candidature pour que les compétences soient prises. Mais paix à son âme, quand le Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga est devenu Premier ministre, il a jugé nécessaire que ce n'était pas utile. Et donc, il y a une lettre circulaire qui a été pris pour mettre cette loi de côté, malgré que on sait que dans la hiérarchie des normes, une lettre circulaire ne peut pas mettre une loi de côté. Donc pour moi, jusqu'à présent, la loi de 2014 est toujours en vigueur. Il faut travailler aujourd'hui à ce qu'on revienne à cette pratique-là, que c'est pas parce que Moussa a été celui qui prend mes vidéos, je le nomme où je veux, ou Moussa m'a interviewé, ou telle personne est un ami politique, on a cheminé ensemble, je le mets dans une structure technique. Mais c'est pour tuer la structure technique. La technique, ça demande de la technicité. Et là, ça va au-delà des proximités politiques. Nous devons travailler à ce que les compétences soient mises en avant. Et tant qu'on ne le fera pas, ça va être toujours le retour en arrière, une administration inefficace, une politique qui ne répond pas aux besoins des citoyens et toujours ce fossé qui va se créer entre gouvernants et gouvernés. Donc, les États du Sahel ont beau se mettre ensemble, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Tchani, ils ont beau se mettre ensemble, faire des discours nationalistes, séduire les citoyens, ce pourquoi les gens se sont levés, quand ils vont se rendre compte dans 2 ans, 3 ans, que ces situations ne sont pas réglées, c'est pas écarté,
qui seront victimes du même rejet que ceux qui ont gouverné le pays. Que voulez-vous dire par là? Le rejet, c'est peut-être qu'ils ne pourront pas vous mettre dehors, mais quand même, ça ne va pas être la même popularité. Vous partez au Cameroun aujourd'hui, vous devez être d'accord avec moi que les citoyens ne sont pas d'accord avec Déby, mais ils n'ont pas les moyens de le mettre dehors. Donc, c'est ces enjeux, tous ces enjeux que les citoyens... Au Tchad ou... Même au Cameroun, au Tchad, au Cameroun, la gestion... mais ceux qui sont aujourd'hui des panafricanistes confirmés, vous voyez qu'ils ne parlent pas beaucoup du Cameroun parce qu'ils savent que là-bas, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, donc aujourd'hui, c'est important de comprendre ces enjeux pour eux-mêmes, pour nos populations, pour le pays, de changer fondamentalement de système de gestion et amener nos pays vers un système plus vertueux. et quelle perception avez-vous par rapport au pèlerinage de Soro Guillaume dans les États d'Alliance? Et votre perception aussi par rapport à la nomination du général Gamou en tant que gouverneur de Kidal? La perception par rapport à Soro dans la sous-région, c'est quelque chose qui se passe naturellement. Hein. C'est dans l'ordre des choses dans la politique. Nous avons des citoyens maliens qui sont aujourd'hui font l'objet de mandats d'arrêt international. Oui. Les pays voisins n'ont pas collaboré. Je ne dis pas qu'ils devaient collaborer, mais ils n'ont pas collaboré, c'est un fait. Et aujourd'hui qu'un autre citoyen ivoirien soit victime soit fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international, si aussi il vient dans nos pays, on ne peut pas faire de scandale à ce niveau. Tout ça doit nous amener à faire des réformes, à faire en sorte que nos justices soient plus crédibles, que nos justices ne soient pas à la solde des pouvoirs. À la solde des pouvoirs, qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs. Donc quand il va y avoir de la crédibilité et un peu cette confiance-là en la justice, vous allez voir que les justices des différents pays vont assez collaborer. Si par exemple la justice du Mali pense que M. Soro est victime de cabale politique, ils ne vont pas le livrer. Si les Ivoiriens pensent que par exemple ceux qui sont là-bas sont victimes de cabale politique, qui vont les livrer. Ça, je ne dis pas qu'ils sont victimes de ça, je ne fais pas d'affirmation. Mais en réalité, tant qu'on ne restaure pas cette confiance, il n'y aura pas de cette collaboration. Et toujours, on va toujours se plaindre, telle personne est là, il veut me déstabiliser. Ce qui est plus important, justement, on en tire les leçons et que les responsables politiques et publics sachent qu'on ne peut pas dire la démocratie au bout des lèvres et faire des actions anti-démocratiques. Il y a beaucoup d'actions, par exemple, en Côte d'Ivoire, que moi, en tant que démocrate, que je n'approuve pas. Le troisième mandat, le changement de constitution, je l'ai écrit dans mon livre, je ne suis pas d'accord. Je suis pour une société d'alternance. Et certaines actions de soutien à d'autres qui ont fait le coup d'État ailleurs. Et je pense que quand on est démocrate, on fait en sorte que nos actes, nos paroles soient en parfaite harmonie. Parce que, en fait, c'est cette incohérence qui fait en sorte que nos populations rejettent aujourd'hui le système démocratique parce qu'ils confondent les acteurs qui animent la démocratie à la démocratie. Quand le citoyen lambda regarde, par exemple, les autorités sur le plan mondial collaborer avec ceux qui ont fait le coup d'État au Tchad ou ceux qui ont fait le coup d'État dans d'autres pays, ils l'acceptent et ils rejettent des faiseurs de coup d'État dans d'autres pays. Ils vont se dire mais c'est 2 poids 2 mesures et ça ne contribue pas à vendre la démocratie. Même moi, si j'étais un citoyen lambda, j'allais dire tout simplement que ceux-ci nous prennent pour qui ici vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Donc il est important qu'au niveau local, que chacun se remette en cause et qu'au niveau de la gouvernance internationale, de la communauté internationale, qu'on puisse se remettre en cause. La gouvernance mondiale doit changer, les paradigmes doivent évoluer parce que les pays évoluent, les mentalités évoluent et on doit pouvoir s'adapter et être cohérent dans les faits. Autrefois, il y a certaines incohérences qui passaient, mais actuellement, ces incohérences ne passent pas et ça crée encore une crise de
de confiance. Amidou, justement, vous avez parlé de la déstabilisation. La venue de Guillaume Soro dans ces deux pays, notamment le Niger et le Burkina Faso, coïncide avec les attaques au nord-est de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'actuellement il est au Burkina et les Ivoiriens doutent énormément de sa capacité à pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire, puisque nous savons qu'il fit un chef rebelle au nord du pays. Le passé ne plaide pas à sa faveur parce que il y a eu une rébellion par le passé. Donc lorsque vous avez déjà fait une rébellion, chaque action que vous posez, on peut vous dire que vous préparez ça, surtout que avec Alassane, ils ont collaboré ensemble, c'était des amis, donc ils se connaissent. Donc chacun a peur de voir si l'autre ne peut pas me déstabiliser. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la confiance soit restaurée et que la justice des différents pays se mette au service des justiciables. Certaines opinions en Côte d'Ivoire pensent que c'est le Mali et le Burkina qui sont en train d'appuyer sur argument en vue d'attaquer la Côte d'Ivoire. Notamment... Non, chacun est libre. Comme au Mali, certains aussi pensent que le président Ouattara veut déstabiliser le Mali. Chaque pays a ses opinions. Les gens... Je suis pour la diversité des idées. Ceux qui pensent ça, je respecte leur idée. Ceux qui pensent de l'autre côté, je respecte leur idée. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand on a des problèmes de ce genre, il faut réfléchir à y trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas des suspicions de ce genre. Quel genre de solutions? Des suspicions, par exemple, dire que voilà, la justice malienne est en train de politiser, ils veulent prendre des acteurs politiques qui n'ont pas fait de corruption, ils doivent les amener. Donc, ça, c'est une suspicion. Pensez aujourd'hui, par exemple, que la justice ivoirienne aussi, politiquement, veut abattre un opposant politique, c'est de la suspicion. Et s'il y a de la suspicion, c'est qu'il y a une objection. Et cette objection doit être traitée. L'objection, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les systèmes judiciaires de nos pays. Donc, il faut travailler à rétablir un peu cette confiance-là, que la justice du Mali puisse croire la justice de la Côte d'Ivoire et qu'ils puissent collaborer ensemble, même pour lutter contre le terrorisme, traquer des bandits, au-delà que cette union de l'Afrique, ça passe par des collaborations de ce genre-là. Donc il faut qu'on essaye, mais cette collaboration ne peut pas marcher tant que d'une part ou d'une autre, on pense que voilà, la justice est instrumentalisée. Et la nomination du général Gamou c'est apprécié par la majorité des Maliens. Moi, je ne fais pas de commentaires sur l'homme, je vais attendre les résultats. Ce qui est important, moi j'avais souhaité qu'il y ait des actions rapides dans le cadre de l'administration de Kidal après sa prise, que j'ai salué. Et il faut reconnaître que le gouvernement est assez diligent dans ce sens-là. D'abord, le fait que la police et la gendarmerie soient déployées, il faut saluer les autorités. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, qu'un gouverneur soit nommé, je ne dis pas qu'il est bon ou il est mauvais, on le verra à la tâche. Mais je connais Gamou, le chef militaire, mais je ne connais pas Gamou, l'administrateur. Et il sera jugé à la tâche. On doit lui fixer des objectifs à atteindre. Et en fonction de ces objectifs, on doit l'évaluer au bout d'une année s'il atteint ou pas les objectifs. Mais moi, je prie Dieu pour que ça marche pour lui. Parce que cette région est une région pour tout patriote. Pour tous ceux qui aiment fondamentalement ce pays, on veut traiter cette question de rébellion pour de bon, avec des projets structurants, avec des projets de développement, en faisant en sorte de conquérir les cœurs des Kidalois, en faisant en sorte que cette confiance soit restaurée. Et cette confiance ne peut pas être restaurée sans une administration au service des Kidalois, sans une administration, une nouvelle forme d'État. Mais cette fois-ci, un État protecteur, qui protège ses citoyens, qui rend la justice équitable, qui fait en sorte que les services sociaux de base soient de retour. Voilà les objectifs que doit se fixer le général Gamou et les autorités, et on priera et chacun d'entre nous, on doit l'aider à atteindre ces objectifs. Si c'est à travers des propositions, si c'est à travers des critiques, parce que justement, beaucoup pensent que les critiques sont négatives, mais les critiques, souvent, c'est pour amener les autorités à se surpasser, à faire mieux que ce qu'ils pouvaient. C'est pourquoi même dans la constitution du Mali, on a encore donné un statut particulier
au chef de file de l'opposition. Parce que le contre-pouvoir constructif amène le pouvoir à se surpasser. C'est pas pour rien qu'on les crée. Si moi aujourd'hui je titille un peu la transition par rapport par exemple au train, c'est pour les amener à nous amener de nouvelles locomotives plus attrayantes. Si ça vient, c'est moi qui aurais le plus gagné. Si je titille le gouvernement par rapport au problème d'énergie, c'est pour les amener à se surpasser et faire mieux que ce qu'ils faisaient hier. Donc c'est ce système-là qui peut permettre véritablement aux autorités, aux leaders politiques de pouvoir atteindre leurs objectifs et de surpasser. Mais lorsqu'on considère ceux qui font des critiques ou même ceux qui font des propositions comme des adversaires ou des gens qui ne nous veulent pas du bien, on se crée des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé au président Amadou Toumani Touré, qui s'est fait entourer par des daubeurs et des délateurs. C'est ce qui est arrivé au président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous prions Dieu pour que cette transition que nous aimons tant et qui est assez chérie par les citoyens ne puisse pas être victime des mêmes personnes. Que pensez-vous de l'existence de la fosse commune au niveau de Kidal? Le constat? Moi, j'ai entendu comme vous. Sincèrement, j'ai pas trop suivi ça. Si ça existe, il faut faire des enquêtes comme toujours, mais il faut que cette fois-ci l'enquête soit conclue. Il nous faut faire des enquêtes. Il y a des enquêtes qui n'avaient pas été conclues. Et il y en a beaucoup. Je vais parler même de l'enquête emblématique du Premier ministre, la tuerie du 4-5 juin lors de la manifestation du M5. Ces manifestations, je pense que toi tu l'as oublié. Mais les enquêtes sont en cours. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que c'est pas clôturé. Il y a beaucoup d'autres enquêtes, il y a d'autres enquêtes qui ne sont pas clôturées. C'est pour juste dire que on doit... Peut-être c'est pour minimiser la marge d'erreur. Oui, moi je dis qu'il faut que ça soit clôturé, c'est un fait. Maintenant, l'interprétation vous appartient. Maintenant, il nous faut ouvrir l'enquête, conclure l'enquête et faire une communication. L'enquête a abouti à quoi? C'est le principe de la redevabilité dans la gouvernance, et pour moi je crois fondamentalement à la redevabilité, quoi. Ok, nous avons vu qu'Eladji Gamou a eu des échanges, des rencontres avec certains ministres, notamment le ministre de l'Éducation et de la Santé. Je pense qu'il doit rencontrer d'autres ministres. Est-ce que c'est pour mettre rapidement les services sociaux de base pour pouvoir reprendre la vie à Kidal? Je suis vraiment très optimiste au regard des premières actions qui ont été posées par les autorités sur le dossier Kidal. Parce que l'école doit revenir. Et la santé doit revenir. La justice doit être de retour. La sécurité doit être assurée. Et le fait que le gouverneur rencontre ces différents ministres, c'est une bonne chose. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Et je salue cette diligence-là. Je salue cette diligence, et ça doit s'étendre sur le reste du territoire. Parce que lorsque vous avez quand même une partie de votre territoire que vous ne gouvernez pas, où vous n'êtes pas présent, ce n'est pas votre territoire, on l'appelle ça de l'espace. L'espace gouverné, c'est ce qui devient un territoire. Donc faisons en sorte d'élargir ensuite les services sociaux de base dans les autres localités. Kidal, c'est un enjeu majeur. Ce qui est en train d'être fait, il faut le saluer. Je suis de ceux qui saluent quand c'est bon et qui critiquent lorsque je pense nécessaire qu'il y a lieu de critiquer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, que ce que je dis est forcément la vérité, mais je me force d'être sincère dans ce que je dis, parce que la politique, je le fais pour mon pays, et pour moi, rien ne vaut qu'aider les autorités à réussir. Aider les autorités à réussir, c'est de poser des actions concrètes pour aider les citoyens. Aider les autorités à réussir, c'est de faire des critiques constructives pour les amener à se surpasser. Nous avons eu à faire des critiques sur le plan de la sécurité. Nous avons eu, beaucoup de nos citoyens ont eu à dire l'armée monte en puissance, on veut le voir. Mais on vient de voir à l'œuvre à Kidal. C'est une bonne chose. On veut le voir encore, pour voir le Mali rayonner, pour que tous ceux qui aujourd'hui veulent un Mali uni, un Mali indivisible, sachent que c'est fait. Que ce soit le président Assimi qui le fasse, que ce soit le premier ministre Dr Chogalak Maïga qui le fasse, que ce soit le président du CNT qui le fasse. Le plus important pour nous, nous avons des défis.
et que ces défis soient relevés. Si ces défis sont relevés, nous aurons le courage de féliciter et de dire voilà sur tel secteur ça a réussi. Et sur ce plan du dossier Kidal, le dossier a été géré jusqu'à maintenant avec une main de maître. Maintenant, il s'agit de travailler sur les autres domaines, énergie, développement, richesse, et relance de l'économie, qui sont aujourd'hui des questions essentielles pour que la paix qu'on souhaite, cette paix soit une paix durable. Vous parlez de la paix. Pensez-vous réellement que cet accord d'Alger est déjà dans les oublis, puisque nous savons que la CMA, avant la reprise de Kidal, avait annoncé par ses responsables que c'est la fin de l'accord. Est-ce que c'est fini comme ça, Kidal est repris? Mais ils disent que c'est un repli stratégique, donc ils vont revenir. D'abord, il faut connaître les acteurs de l'accord. La CMA n'est pas seul signataire de l'accord. Il y a la plateforme du général Gamou. Oui. Il y a le mouvement de l'inclusivité. Oui. Donc, eux, ils sont des acteurs. La CMA seule ne peut pas dire que l'accord est mort. Puisque les Occidentaux... Moi, je ne parle pas des Occidentaux. Oui. Je suis dans un dossier malien et je veux qu'on le traite sur le plan malien. En parlant du Mali, je fais un recul. Qu'est-ce que le dialogue national inclusif a dit par rapport à l'accord? C'est de le relire. Qu'est-ce que les assises nationales de la refondation ont dit par rapport à l'accord? C'est encore de le relire. Donc aujourd'hui, il faut relire l'accord conformément aux dispositions de l'accord lui-même. Surtout que nous sommes dans une période où nous sommes à Kidal, l'administration est là-bas et ça rend beaucoup plus facile et enlever ce qu'on pense ne pas être bon dans l'accord et avancer. Donc l'application intelligente. Ce n'est pas une application intelligente, c'est une relecture de l'accord. Les mots ont leur sens. L'application intelligente, c'est qu'on l'applique comme tel. Le Premier ministre parle de cela. Le Premier ministre il est libre de choisir ses mots. Je suis aussi un acteur politique. C'est vrai que c'est un aîné, c'est un tonton qui a ses idées, qui a ses forces en tant que politique, qui a ses atouts en tant que politique. Mais moi, je trouve que si les dialogues et les assises ont demandé relecture de l'accord, il n'y a pas deux mots à dire. Relire l'accord et voir entre nous Maliens, pour une fois qu'il n'y a pas de communauté internationale, voir ce qui est bon dans cet accord, le maintenir, ce qui n'est pas bon, l'enlever et le rendre conforme à la volonté de chacun. Okay. Et pour qu'ensemble, ce soit un document utile. Parce que jusqu'à présent, c'est un document qui n'a pas été mis en œuvre comme à hauteur de souhait. Ok. Maintenant, parlant de cette situation, nous allons un peu glisser vers le dernier thème qui porte sur la suspension des maires. Partagez-vous ces idées de suspension des maires au niveau du district de Bamako en question? D'abord, pour moi, c'est la loi, le code des collectivités territoriales qui donne les prérogatives au ministre de l'administration territoriale de voir s'il y a des fautes, de dissoudre le conseil communal. C'est dans ses prérogatives. Personne ne peut dire que la loi ne le permet pas. Mais pour un souci de transparence, il est important d'être assez explicite sur les causes qui ont amené à dissoudre ces conseils communaux. Donc, moi, je pense que la dissolution n'est pas assez transparente. J'ai dit, on peut être transparent en étant beaucoup plus pointu dans l'explication. Explicite, quoi. C'est-à-dire, il a été dit que certains on reproche des dysfonctionnements sur le plan de la gestion administrative et financière. À certains, on a dit rupture des services d'assainissement. Il est important de dire quelle commune c'est la gestion administrative et financière, quelle commune c'est la rupture d'assainissement, et dire que dans quelle commune et quelle commune ici. Mais ces faits existent, non? Je reviens. Par exemple, je prends le cas de la commune 4 du district de Bamako. Moi, j'ai vérifié les rapports qui ont été rendus publics ces 4 dernières années. Le rapport du Végal. Dans aucun de ces rapports, ils ne sont épinglés. Le nom même n'est pas cité parmi les structures contrôlées. Mais il y a plusieurs structures de contrôle. C'est pourquoi j'ai dit que le ministre doit être assez explicite pour expliquer
voilà telle commune, ce qui est reproché à sa gestion, c'est la transparence dans la gestion publique. On n'a pas besoin de cacher s'il y a des fautes avérées. Sinon, on va créer des suspicions. Donc, moi, j'ai regardé ça. Maintenant, si c'est des questions d'assainissement, la commune 4 du district de Bamako, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur reproche, ou la commune 2, quand même, je sais quand même qu'il y a un audit. Dans le rapport du vérificateur général en 2019, il y a des faits qui sont reprochés à la commune 2. Et qu'il y a en 2022, je crois, un contrôle de performance qui a eu lieu dans cette commune. Donc, moi, j'ai eu des éléments dans le dans le rapport du VEGAL, mais par rapport à la commune 4, je n'ai pas eu d'éléments. Maintenant, s'il s'agit d'assainissement, c'est quel genre de rupture qui a eu lieu en commune 4, qui n'a pas eu lieu en commune 1, qui n'a pas eu lieu en commune 6, qui n'a pas eu lieu en commune 3. Donc, c'est important de préciser ça. C'est pourquoi, nous, en tant que parti républicain, nous n'avons pas condamné ce que le ministre de l'administration territoriale a fait. Nous ne l'avons pas critiqué, mais nous l'avons envoyé à une correspondance pour nous expliquer les réels motifs. Parce qu'il y a deux enjeux. S'il y a des fautes avérées, nous aussi à notre niveau, nous avons des comptes aussi à demander à nos élus. C'est les maires qui sont en commune 4? Oui, le maire, Yelema, la mairie de la commune 4 est gérée par un bon cadre de Yelema qui s'est donné, qui s'est battu pour sa commune. C'est la commune 4, ces dernières années, c'est un maire Yelema. Mais nous, ce n'est pas le côté partisan qu'on voit, c'est l'exercice de transparence qu'on voit et qu'on nous dise réellement les causes, qu'on nous explicite ce qui leur est reproché pour qu'on puisse mieux comprendre. Et que ça ne donne pas l'impression que c'est des règlements de compte politiques. Que Dieu nous en préserve. Ça pourrait être. Que Dieu nous en préserve. Vous ne doutez pas Je de sais cela? que vous doutez. En tant que républicain, je ne prête pas de mauvaises intentions au ministre. On lui a envoyé une correspondance. On attend la réaction qui sera réservée, le traitement qui sera réservé à cette correspondance. En fonction de cela, on saura se positionner, c'est quoi justement. Et s'ils ne répondent pas? Ça, c'est dans les si. Nous, on envoie une lettre, on ne veut pas faire de procès d'intention. On attend le traitement qui va être réservé. Et vous n'avez jamais douté de la gestion de votre maire? Je ne suis pas en commune 4 du district de Bamako, mais l'homme que je connais, c'est quand même quelqu'un qui a l'amour de sa commune, qui s'est toujours battu en commune 4. Maintenant, moi, je ne suis pas dans la mairie de la commune 4. Je n'ai pas participé à la gestion. Mais ce que je sais au niveau du parti, c'est qu'on dit aux élus, c'est de travailler avec la vérité et la transparence. C'est de mettre l'intérêt supérieur au-dessus des intérêts privés. Chaque militant de Yelema est nourri avec ça, grandi avec ça. Et donc, dans sa gestion, normalement, c'est ce qui doit être le cas. Et donc, nous, comme on tient beaucoup à la transparence dans les affaires publiques, nous demandons plus d'explications pour comprendre et justement voir comment est-ce qu'on doit le traiter. Parce que c'est un parti qui cherche à ce que la transparence et la vérité soient quand même des viatiques pour les responsables publics. Donc nous n'allons pas nous dérober de cela et nous allons suivre l'évolution du dossier. Alors si par exemple il arrive que certains de vos militants ou élus dérogent à cette règle, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues dans votre parti? Il y a le parti se regroupe là, c'est le comité exécutif central qui juge un peu de quel type d'agissement mérite des sanctions. Maintenant, lorsque on constate cela, le comité exécutif se réunit et apprécie justement. D'accord. Ok. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous quelque chose? Je pense que nous arrivons au terme de cet entretien. Nous nous acheminons vers la fin. Voilà. Est-ce que avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cet entretien avec Monsieur Simpara? Ce que je veux tout simplement dire, c'est de m'adresser à mes compatriotes, comme toujours, de continuer à soutenir le pays, de continuer à soutenir les autorités pour qu'elles puissent atteindre leur objectif. L'atteinte de leur objectif, c'est de terminer cette transition en beauté, sans incident. Premier niveau. Soutenir les autorités, c'est de leur dire la vérité quand il le faut et les féliciter quand il le faut. Le soutien aveugle n'apporte rien et n'a jamais apporté dans notre pays. Nous avons eu ici à soutenir des autorités publiques, à leur donner les cartes blanches. Nous savons où est-ce que ça nous a amené.
Nous avons donné des cartes blanches à des leaders religieux. Vous faites allusion Nous à qui? savons où est-ce que ça nous a amené. Nous avons fait donné des cartes blanches à des leaders politiques. Et Dieu seul sait où est-ce que ça nous a amené. Donc la société civile. Il est temps aujourd'hui qu'on on ne fasse pas, entre guillemets, des privilégiés de nos autorités, dire que l'autorité est là pour nous. Et lorsqu'elle faute, on doit pouvoir lui dire la vérité. Ce n'est pas seulement au niveau de l'État, même dans nos partis politiques. Les gens n'ont pas souvent le cran de regarder le leader en face et de lui dire voilà un acte que tu as posé, voilà l'acte, ça n'est pas bon, voilà ce que tu devrais faire. C'est ce qui permet à l'élite de s'améliorer sur le plan intellectuel, sur le plan des résultats. Personnellement, moi, à chaque fois que je finis un débat avec vous ou ailleurs, je me fais évaluer. J'écoute les gens. Ils me disent comment est-ce que je peux m'améliorer. Certains ont des critiques très féroces, mais je l'accepte parce que j'ai compris que la critique aide l'élite à se corriger. Si la critique ne te fait pas grandir, elle ne te fera pas reculer. Donc comprenons cela, acceptons-nous, soyons tolérants, aimons ce pays très sincèrement, et aimer ce pays, c'est de remplir ses obligations, c'est être de vrais citoyens, c'est de payer ses taxes, c'est de donner l'information telle qu'elle est quand on est journaliste, c'est d'être exemplaire quand on est administrateur, c'est d'être derrière la parole de Dieu quand on est religieux. C'est tout simplement être dans sa zone ou même dans son domaine de définition et être meilleur, apporter chaque jour un peu plus. C'est ce qui peut nous permettre de construire le Mali que nous voulons pour demain. Et ce Mali, s'il est construit, c'est pour vous, c'est pour Moussa, c'est pour moi et c'est pour nos enfants. Pour finir, nous souhaitons bonne chance aux autorités de la transition dans le cadre de leur mission et espérons que d'autres succès seront fêtés pendant cette transition. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Moussa, quels sont vos mots de fin pour ce numéro spécial avec un débatteur de taille exceptionnellement exceptionnelle? Justement. Alors, comme on l'a promis à nos très chers internautes, je pense qu'ils ont eu du pain sur la planche avec cet homme de taille, comme vous l'avez dit, de façon exceptionnelle. Donc, nous avons fait le tour de l'actualité en ce qui concerne d'abord, nous avons commencé avec les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. Voilà, donc les ministres de l'économie étaient en conclave. À l'issue de cela, il y a eu une conclusion qui suit et les ministres des Affaires étrangères doivent être là. Nous avons parlé aussi, je pense bien, le cas de Soro et ensuite Général Gamou, et nous avons fini avec la décision prise au Conseil des ministres récent en ce qui concerne certaines collectivités, notamment la grande mairie du district de Bamako, la commune 4 et la commune 3. Je pense que nous avons fait, et pour finir, il a plus donné des conseils et comment un homme politique doit être à l'écoute de son peuple, accepter les critiques et pouvoir s'améliorer. Je pense qu'il a brossé voilà tout ce dont nous attendons, et nous aussi nous sommes prêtés à notre exercice de tous les jours en lui posant la question et il a bien répondu. Je pense que voilà, donc maintenant on peut le valider. Fidèle rappel. Merci. Merci encore de bien vouloir rappeler nos auditeurs par rapport à tout ce qui s'est passé. Encore merci à monsieur Hamidou Doumbia. Nous vous rappelons qu'il est le secrétaire politique du parti ILMA. C'est un homme de la société, c'est un homme politique, un homme engagé vraiment pour une révolution au sein de notre société. Et
nos abonnés, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, mais aussi de commentaires pour qu'ils soient imprégnés de votre tendance et de votre compréhension par rapport à ces analyses politiques. Ces critiques et ces commentaires ne pourront qu'enrichir sa capacité d'analyse et de réflexion politique pour notre Mali, pour un Mali meilleur, pour un Mali qui se retrouvera avec une sécurité totale dans les jours à venir, l'amélioration de la situation économique dans les jours à venir, l'amélioration de la situation diplomatique et des relations internationales avec d'autres pays. C'était ces quelques mots qu'on avait à vous lancer pour que vous compreniez un peu la réalité de notre société. Sans plus tarder, on se donne rendez-vous à un prochain numéro. À plus.